Que faire de ces milliards d'informations? Comment les comprendre, les utiliser? Aucun cerveau humain ne peut le faire. Il y a peut-être une solution, l'IA, l'intelligence artificielle. Le docteur Pham est à la fois neurologue et informaticien. Avec son équipe, il cherche à fondre, à marier les capacités des individus avec celles des ordinateurs. Je dirais que la première utilisation que je vois, c'est comment multiplier la puissance qu'a une personne. Je veux dire, ce qui limite l'être humain aujourd'hui, c'est le temps. On naît, on meurt. Eh bien, la dimension sur laquelle peut jouer l'ordinateur pour nous donner plus de liberté, c'est de nous donner plus de temps, parce qu'on pourrait faire des systèmes proches de nous pour faire un certain nombre de tâches où on serait tout à fait d'accord, on n'a pas besoin de passer du temps, et nous, on passerait essentiellement notre temps à réfléchir à de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses. Donc, je pense que ce sera ça, surtout comme une photocopieuse aujourd'hui. Vous mettez une feuille, vous photocopiez, vous avez des documents. Peut-être qu'un jour, on aura une photocopie de certaines fonctions de l'être humain dans le business, et puis les systèmes pourront prendre rendez-vous entre eux, pourront négocier certaines affaires communes entre elles, sans que l'être humain ait besoin d'intervenir dans ces types de transactions. Donc là, c'est un système de clonage. On cherche à animer en temps réel un visage de synthèse. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est surtout utilisée pour la reconnaissance de la parole et pour la reconnaissance visuelle. Mais on parle maintenant de concepts nouveaux, d'agents intelligents, de programmes calqués sur le fonctionnement du cerveau humain, capables de trier des masses d'informations, de réfléchir, d'apprendre et de penser à notre place. Avec l'intelligence artificielle, c'est comme si on greffait tous les ordinateurs du monde à un cerveau humain. Cette nouvelle relation homme-machine, cette fusion plutôt, ouvre, sans doute, de toutes nouvelles perspectives. Donc en fait, la question, c'est de se poser, est-ce qu'à un moment donné, on sera capable de voir la différence entre le comportement d'un ordinateur et d'un être humain? Donc ça, c'est la question classique de l'IA. Et à ce moment-là, quels sont les problèmes éthiques qui nous viendraient à l'esprit si vous étiez amoureux d'une androïde? Donc le problème n'est même pas à essayer de savoir si on sera plus intelligent. Il va y avoir une entité avec laquelle on va pouvoir interagir, mais cette entité va être différente, nouvelle. Est-ce que, quand vous parlez comme ça, vous faites de la science-fiction, ou est-ce qu'il y a un échéancier, vous dites que ça va arriver dans 10 ans, dans 15 ans? En fait, aujourd'hui, il y a des choses qui sont déjà réelles et qui il y a 10 ans, semblaient être de la science-fiction. Ce que je pense, c'est que plus on travaillera avec les ordinateurs, dans le cadre de l'intelligence artificielle, plus on comprendra la richesse de l'homme et plus on sera, je crois qu'on positionnera l'homme à sa juste valeur par rapport à toutes les dimensions qu'il peut générer, l'émotion, ainsi de suite. Et donc l'ordinateur, si vous voulez, pour moi, va décortiquer tout ça au fur et à mesure. Ordinateurs qui discutent entre eux, tomber en amour avec des androïdes, virtualité et nouveaux espaces, le 21e siècle est commencé. Et peut-être que Cyborg est en train de naître, c'est-à-dire un individu branché, fait de bits et d'atomes, de chair et d'électronique, de cerveau et d'intelligence artificielle. On vit une mutation aujourd'hui un peu comparable à celle du néolithique, c'est-à-dire une époque où, en quelques siècles, l'humanité a inventé l'agriculture, la ville, l'État et l'écriture, ce qui est un bouleversement absolument énorme, ce qui a transformé la condition humaine. Le fait que les gens tout d'un coup n'étaient plus nomades mais habitaient, étaient inscrits sur un territoire. Bon, aujourd'hui on vit un peu la même chose. On va vers une sorte de nouveau nomadisme qui n'est plus nécessairement un nomadisme physique mais qui est en quelque sorte un nomadisme mental. À l'aube de la révolution qui s'amorce, d'une mutation des individus, on pourrait même dire, faut-il avoir peur de l'envahissement de ces nouvelles technologies? Faut-il, au contraire, être optimiste? Ce qui est sûr, c'est qu'on plonge dans l'inconnu.
Moi, je pense que je suis très optimiste à moyen et long terme. Je suis pessimiste pour le court terme. Je pense que dans les 20 ans qui vont venir, il va y avoir une nécessité d'un changement radical de nos manières de penser, de notre manière d'envisager des concepts de base, comme celui du travail, comme celui de la valeur des choses, comme celui du rôle même de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait dans cette vie? Ces choses-là, il faudra qu'on y pense de façon complètement nouvelle et complètement adaptée à la situation nouvelle. Si on ne le fait pas, nous allons vers de grands malheurs. Si on le fait, nous allons vers une nouvelle période, un nouvel âge d'or, un nouvel Eldorado, parce que nous avons une technologie extrêmement puissante, capable de donner de l'éducation, de la culture à l'ensemble de la population de la planète pour des prix extrêmement compétitifs, puisque c'est le miracle du numérique. Nous avons aujourd'hui des technologies qui permettent de donner à manger à tout le monde. Donc la base est très saine. La base est très saine. L'éducation et du pain pour tout le monde, c'est possible aujourd'hui. The fact is that these technocrats les technocrates et les inconditionnels des ordinateurs n'ont pas réfléchi à ce qui arrive, comme l'histoire le montre, avec l'introduction de toute nouvelle technologie. En général, il y a d'abord une amélioration de la qualité de vie, puisque la nouvelle technologie est plus performante. En général, le niveau de vie des individus s'améliore. Et les inventeurs et tous ceux qui ont accès aux ordinateurs et aux courriers électroniques profiteront donc de cette technologie. Mais qu'arrive-t-il à tous ceux qui ne sont pas assez instruits, qui n'arrivent pas à s'adapter? Ils ne sont pas branchés et la nouvelle technologie ouvre le fossé entre les instruits et les autres. Et entre les riches et les pauvres? Le fossé s'agrandit entre riches et pauvres. Je peux vous donner deux discours totalement antinomiques. Le premier, c'est effectivement regarder toutes les consoles de jeux. Vous voyez des gens complètement autistiques jouant avec leurs machines, isolés, coupés des autres. Et donc, le processus de socialisation étant moins développé, les gens ne savent plus comment être ensemble. Il est vrai, encore une fois, que l'autre dimension, il faut la reconnaître aussi, c'est-à-dire le fait que maintenant, instantanément, on peut avoir accès à des diagnostics à distance, avoir accès à des modes de pensée, des manières de réfléchir qui en général étaient réservées à quelques-uns, et qu'on peut maintenant y accéder justement à cause des modes de communication beaucoup plus facilement. Je répète, ce qu'il nous faut, c'est à chaque instant, socialement, engendrer ce que j'appelle de la sagesse. C'est-à-dire suffisamment de réflexion pour que les uns et les autres, nous ayons d'abord les bases éducatives pour comprendre ce qui se passe. S'il faut trouver un père au cyberespace, c'est probablement Herbert Simon. Ce prix Nobel d'économie avait, il y a 40 ans déjà, écrit le premier document sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il se fait toujours l'apôtre de la connaissance. La seule question que peut se poser un scientifique est de savoir si, en fin de compte, dans l'ensemble, il est préférable pour l'espèce humaine d'en savoir plus ou d'arrêter toute recherche. Mais si on regarde l'histoire, je pense qu'on vit mieux aujourd'hui qu'au XVIe siècle. Alors peut-être que dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, la connaissance est une bonne chose.